Alors, juste quelques mots d'introduction. C'est le 4e webinaire. Le 4e de la série, cela fait partie de notre campagne de communication pour avoir un meilleur lait ensemble. Chez Vetoquinol, nous souhaitons travailler en coopération avec les différents participants pour assurer une meilleure réussite entre les vétérinaires et les agriculteurs pour des vaches en meilleure santé, une meilleure qualité de vie et assurer la garantie de la durabilité de la production laitière au-delà du produit. Nous souhaitons vous aider à résoudre vos problèmes pour le traitement de la mamite avec des diagnostics et des protocoles adaptés, la prévention des mammites avec des produits et des outils de gestion et des partenariats dans la gestion des données pour vous aider à mettre en place des services attractifs. Le thème d'aujourd'hui, la, la thérapie de la vache tari sélective, comment la mettre en place. Elle est mise en place, ce type de traitement est mis en place depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et dans les pays où ce n'est pas obligatoire à titre réglementaire, il y a toujours une majeure partie de vaches laitières qui reçoivent des traitements antibiotiques alors qu'elles n'en ont pas forcément besoin. Nos intervenants aujourd'hui, je vais les laisser se présenter. Professeur Sophie Peepers de l'Université de Gand, chercheuse et professeure passionnée de mammites et de la qualité de la viande. Donc, faire entrer la science en pratique et faire en sorte que la connaissance devienne une action. Et le docteur Hugh Pesser, qui fournit des formations pratiques pour les agriculteurs et les vétérinaires. Non, maintenant, il est temps de passer la parole à Hugh. Hugh, c'est à vous. Oh, merci beaucoup. Je suis enchantée de parler à tous ces vétérinaires issus de toute l'Europe. Je vous remercie d'être là. Eh bien, il s'agit de la santé des mamelles et les signaux par rapport à la santé mamelle, pouvoir réussir la thérapie sélective à travers le tarissement. Comment gérer le tarissement? Comment avoir de meilleurs résultats au niveau du tarissement? Il s'agit en fait de résistance chez la vache. Je vous ai montré cette image la dernière fois. Si vous avez des vaches avec des fuites de lait après le tarissement, vous risqué d'avoir des problèmes. S'il y a des fuites de lait, en général, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir une meilleure résistance et moins de fuites laitières? Eh bien, la première chose à faire, c'est de mettre moins de pression laitière. Mais s'il y a une fuite de lait, il n'y a plus de barrière. Avant de parler de ce sujet, donc la vache, ce qui est important pour sa santé, c'est l'alimentation, la lumière, de l'air, du repos, de l'espace. Il faut travailler sur ces 6 paramètres pour les garder en bonne santé. La santé se trouve au milieu. La bonne santé, c'est le résultat de l'action conjointe de ces 6 facteurs pour avoir une vache en pleine santé, tout en les gérant bien. Si vous voulez tarir les vaches, vous avez 4 options qui se présentent à vous, mais en fait, il en reste 3. Oh, pardon, oui. La première règle qui doit s'appliquer, excusez-moi, j'avais la mauvaise diapo. La première règle d'un traitement efficace, il faut avoir une personne ou une vache, une vache prête au traitement et la traiter de la première fois de la bonne façon pour éviter que la vache soit à moitié traitée ou pas traitée comme il se doit, sans antibiotiques, sans antalgiques, tout bien faire au bon moment. Mais ce qui est très important surtout, c'est qu'il faut travailler sur la vache en toute sécurité et rapidement. Si vous voulez garantir qu'elle soit mise dans dans une boîte de traitement en toute sécurité, c'est meilleur. Donc, c'est essentiel pour bien gérer la vache et pour que vous puissiez travailler en sécurité. On appelle ça une stalle de traitement. Pour le tarissement, on a 4 possibilités et il s'agit en fait quel est le protocole? Alors, les antibiotiques, l'opérateur de l'antiprolactine, mais non, ça ne fonctionne plus très bien. Ça ne fonctionne plus. C'était utilisé avant chez les chiens, mais en canine, mais ça ne marche pas très bien chez les vaches. Mais on peut aussi ne rien faire sur les meilleures exploitations dans certains pays, ou même des petites exploitations avec 60 têtes ou moins de 100 vaches. Parfois, ça peut marcher de ne rien faire du tout. Mais c'est seulement possible si on a une excellente gestion des stabules. Et je l'ai appris par le passé à travers l'expérience scandinave. Ça se fait, par exemple, aux Pays-Bas également. Mais
Mais souvent, c'est souvent les antibiotiques et les obturateurs qui fonctionnent le mieux. Ce qu'on observe aux Pays-Bas, c'est illégal de le faire, de donner les antibiotiques quand la vache est en pleine santé. Quand la vache est en pleine santé, pas d'antibiotiques autorisés. Si une vache est déclarée en bonne santé, donc on a fait beaucoup de recherches dans les études aux Pays-Bas. Si on ne traite pas les vaches, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on en a conclu qu'il n'est pas nécessaire de les traiter avec des antibiotiques spécifiques aux vaches taries si dès la première lactation. Et 50 000, c'est la limite avant les 3 derniers mois avant le tarissement complet. Donc, il faut travailler sur la résistance, les stabulations et la ventilation. Et il faut avoir une bonne ventilation, une bonne stabulation pour avoir une vache en bonne santé. Donc, il faut qu'elles aient accès à l'air frais, et surtout avoir de belles litières avec de la paille. Et beaucoup d'agriculteurs aux Pays-Bas les mettent sur vraiment des litières qui sont très recouvertes de paille avec la couche supérieure complètement sèche. Ça permet de réduire de 50% l'utilisation d'antibiotiques aux Pays-Bas, et ça depuis 2015. 50% d'antibiotiques en moins chez les vaches laitières pour ces vaches sur un programme de 6 ans. Donc, actuellement, 50% des vaches n'ont pas non plus d'obturateur. Non, pardon, n'ont pas d'antibio. Mais la plupart d'entre elles, par contre, ont encore des obturateurs, mais pas d'antibio. Du obturateur du Trayon. Ce que j'ai dit au début, c'est que on veut avoir. Vous voyez tout le lait ici, il doit être résorbé donc par la mamelle. Donc, après avoir mis un obturateur ici, il faut que résorber tout ce lait. C'est assez difficile. Si on se trouve en dessous de 12 litres, c'est excellent. Si c'est en dessous de 15 litres, 6 semaines suffisent au processus de tarissement. Certaines exploitations n'utilisent pas la thérapie de tarissement, juste 15%. Ils ne font pas de tarissement. C'est le cas pour les Pays-Bas. Donc, ils continuent de traire les vaches, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque apparemment, ce n'est pas le programme qui fonctionne le mieux. Donc, je connais des exploitations, ils le font encore, et ça fonctionne bien. Mais maintenant, on peut dire une période de 6 semaines de tarissement suffit. Il vous faut un groupe de vaches taries. Donc, ici, ce sont des exploitants dans la vallée laitière des Pays-Bas, avec 25 exploitants qui le font. Donc, il faut un effort supplémentaire pour tarir la vache. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils arrêtent la distribution de concentré, surtout quand c'est fait par robot, plus de distribution de concentré. Et ils nourrissent le premier groupe de vaches taries, donc avec une nourriture très peu énergétique. Et la plupart d'entre elles ont des traites 2 fois par jour. Et pour d'autres, ça fonctionne aussi très bien avec une traite par jour. Et parfois, on peut même sauter un jour. Il y a un jour où il n'y a pas de traite. On va traire en fait un jour sur 2. Donc, du coup, ça permet de faire chuter la production de lait en les nourrissant moins. Et déjà, le lait commence à baisser en dessous des 15 litres. Et généralement, ça suffit. Mais parfois, il suffit juste de faire une traite par jour, une traite tous les 2 jours. C'est ce qu'ils font généralement. Mais ça dépend pas mal de la stabule, de l'état de la stabule et du niveau de stress connu par les vaches sur l'exploitation. C'est à vous de voir. Hein. Et il faut voir ça, bien sûr, avec l'exploitant. Si vous êtes un vétérinaire ou un consultant, comme la plupart d'entre vous, je pense que c'est une très bonne idée d'aborder ce sujet avec vos agriculteurs, vos exploitants. Donc, la résistance, comment on a une meilleure résistance face à cela? Eh bien, cela a trait aux choses dont on a déjà parlé. Et ces 5 points, comment pouvons-nous travailler sur la résistance donc, on a 200 personnes déjà qui nous écoutent. Ah, c'est fascinant de voir autant de personnes venir. Il y a 2 autres personnes qui doivent arriver. Donc, si vous voulez voir le programme dans son ensemble, on a également des vidéos d'apprentissage qui traitent de ce sujet. Mais
Donc, je suis enchantée de continuer de vous en parler. Donc, comment on peut avoir une vache en bonne santé? Comment on peut avoir une résistance élevée grâce à une bonne santé, la bonne nourriture, un bon repos, une certaine barrière au niveau de la mamelle si on commence les vaccins et les anticorps? Comment on peut s'assurer qu'elles sont en bonne santé? Regardez cette vache, elle a une robe brillante, elle est en bonne forme, elle est fit, elle a des belles mamelles, c'est une vache en bonne santé, elle présente un bel état. Pardon. Généralement, la moitié des vaches ont une robe très terne. Et là, je vois une vache avec une belle robe, donc une bonne santé. C'est vraiment ce qui permet d'éviter les boiteries, les blessures, les abcès, les acidoses, maladies de BVD ou l'IBR, plus de maladies. Le pire, c'est la boiterie, parce que la boiterie, ça risque de tuer la vache. Et aussi, il y a tous les signaux au niveau des sabots. Pourquoi est-ce que les vaches deviennent boiteuses? Eh bien, c'est intéressant de réfléchir. Il y a le modèle des 3S. Et qu'est-ce que ça signifie, ces 3S pour la boiterie? Donc, vous prenez un papier, un crayon et vous écrivez 3S en anglais ou en néerlandais ou en français. Voilà, ce n'est pas forcément le même mot en français. Donc, le S fonctionne très bien. Vous voyez, là, vous voyez des petites atteintes ici, là où j'encercle. Et de la gauche à gauche, au niveau du canon, il y a de la salité, c'est salé, et au niveau du pâturon, c'est sale. Et là, le pied est mal posé. Il y a de grandes chances qu'il y ait une infection ou une forme de pression qui risque d'entraîner une boiterie. On va voir le modèle des 3S en premier. Donc une vache qui reste debout, standing en anglais. Alors, S, c'est shit. Alors, on va dire slurry. Shit, donc c'est la merde, hein, comme vous avez deviné. Ou slurry, qui peut être aussi, quand on dit ça plus poliment, c'est le lisier. C'est ce qui sort vraiment du lisier, tout ce qui s'écoule, et l'urine et les bouses qui sont mélangées ensemble. Ça a un impact forcément sur le pied de la vache, et ça peut entraîner une boiterie. Et c'est un gros problème pour la vache. Le dernier S, ça fonctionne en français, c'est le stress. Quand vous déplacez les vaches, ça crée davantage de stress. Et elles se marchent les unes sur les autres. Elles s'abîment d'autant plus les sabots. Donc, les mettre moins souvent debout, ça signifie qu'il faut avoir des meilleures litières, davantage de curage des stabules en enlevant le fumier. Et cela signifie donc moins de stress. Et ensuite, on a l'autre, le RRR. R, c'est resting time, c'est le repos. Donc, il ne faut pas qu'elle soit debout tout le temps. Le plus gros problème, c'est surtout qu'elle soit debout sur du ciment. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre une forme de tapis caoutchouteux. Slurry, donc c'est-à-dire nettoyer régulièrement, curer les stabules, le stress, rest, repos. Il faut que la vache soit au calme. L'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand elles sont boiteuses? On ne va pas parler de boiterie aujourd'hui. Là, vous voyez, cette vache a beaucoup de fumier. Elle a la maladie DD. Et il y a une infection très présente, très douloureuse sur la vache. On peut juste soigner ça avec un bain de pied, mais surtout, il faut qu'elle soit moins souvent debout sur du béton et avec moins de fumier. J'insiste vraiment sur le lisier, parce que le lisier est aussi un facteur de mamite. Donc, voilà, ici, ces vaches, elles sont sur des stabules fermés parce qu'on ne cure pas suffisamment vite, et donc la litière n'est pas bonne. Donc, du fois, elle présente 2 fois plus de mammites que les autres vaches. Et là, beaucoup de stabules sont fermés dans beaucoup de pays. En Angleterre, il y a une incidence plus élevée des mammites pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'elles sont dans des stabules fermés, absence de curage, ils ne curent pas assez souvent. Donc, c'est pour ça qu'on a un niveau de mammites élevé au Royaume-Uni, mais aussi il y a d'autres pays qui les rejoignent en Europe. Mais si je compare l'Europe à la Belgique s'en sort plutôt bien. Et il y a pas mal de travail effectué par les robots également aux Pays-Bas et en Belgique pour permettre un bon nettoyage du sol des stabules. Alors, qu'en est-il de votre pays? Quelles pratiques utilisez-vous? Si
Vous regardez chez vos agriculteurs comment ils fonctionnent actuellement, qu'est-ce qu'ils font, quel est le taux de mammites par an. C'est intéressant d'avoir ces chiffres. Les meilleures exploitations, c'est moins de 5%, où il y a juste une vache sur 40 qui va être touchée. Donc c'est parfois même 1 sur 100. Donc pourquoi est-ce que les vaches ont des jarrets gonflés? C'est lié également à la litière, donc c'est-à-dire que la litière n'est pas suffisamment épaisse. Et du coup, on retrouve des problèmes de boiterie et donc des gonflements au niveau des jarrets. Donc, autre chose, il y a aussi des problèmes d'acidose qui a un effet direct, un impact, ça peut entraîner une mamite, et donc la cause principale de cette maladie, c'est-à-dire que la matrice. Donc voilà, bref, le problème, c'est le sol qui est trop dur. Il leur faut également de l'espace pour vraiment se relever facilement. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? C'est intéressant, on voit des blessures de frottement, une blessure ouverte. Et là, vous voyez ce métal très brillant. C'est bien d'avoir une vache à la robe brillante, mais du métal brillant, c'est moins bien. Où là, on a une vache en stall où elles ne peuvent pas suffisamment s'étirer. Et elles ont comme une espèce de mur en métal en face d'elles. Et si elles ne peuvent pas se lever, elles commencent à avoir des formes d'escarres quelque part. Donc, il faut pouvoir les manipuler, les déplacer facilement. Ensuite, on va parler de la nourriture. Une vache à la robe brillante, quand elles peuvent manger à volonté, il leur faut suffisamment d'espace pour se nourrir. Et si vous vous penchez sur les stabules, c'est souvent un problème, la nourriture. Alors, bien sûr, la nourriture n'est pas toujours très fraîche, pas facilement accessible. Là, ensuite, on va vérifier le score de remplissage de rumen et l'état de la vache. Et les scores n'est pas très bon. Et cette vache est très ronde, très, très costaud. Celle-là, ça va. Et l'autre est un peu plus maigre. Donc, on peut voir qu'il leur faut à peu près 85 cm d'espace pour une vache moyenne, pas 75. Surtout pour les vaches taries. Cette vache, je dirais qu'elle a à peu près 1,5 mètre. Et c'est une grosse vache sur la mesure. En moyenne, il faut au moins 85 cm d'espace de nourriture. En Colombie, ils mettent même 95 cm d'espace de nourrissage pour la vache. Donc, c'est tout un problème de gestion. Ensuite, le risque de cétose subclinique. Et voilà, quel est le risque plus élevé par rapport à qui risque d'entraîner une numération cellulaire élevée, une mamite clinique? Donc, il faut faire manger la vache. Comment on peut s'assurer qu'elle mange bien? On ne peut pas la forcer à manger, on ne peut pas la gaver. Vous pouvez lui mettre la forcer à boire, mais difficile quand même. C'est difficile. Donc, comment ça fonctionne? Toujours avoir une bonne nourriture, pas de sélection de la nourriture, pas de stress. Et si vous mettez le veau dans la nourriture, eh bien, la nourriture prend l'odeur du veau, donc du coup, elle mange plus facilement. Il faut de l'eau propre aussi, de l'espace pour se déplacer, de l'air frais, une litière moelleuse et de la vitamine L. C'est essentiel également. Si vous aimez beaucoup votre vache, vous pouvez lui donner de la vitamine L et l'encourager à manger 8 fois par jour grâce à cette vitamine L. Parce qu'elle va la manger 8 fois par jour. Et si elle en mange 8 fois par jour de la vitamine L, elle sera plus malade. Beaucoup de vitamine L, vraiment, c'est important. Et la vache va vite se sentir très bien. Ensuite, là, c'est un de mes exploitants préférés aux Pays-Bas. Il a des vaches, vous voyez, pour l'enlever l'élevage. Le vélage se passe sans stress et il a mis en place des stabules de vélage qui sont excellentes. Il a doublé la taille des stabules de vélage. Si vous voulez en savoir davantage, venez aux Pays-Bas. Donc, ouais, on a la stabule idéale où on peut facilement séparer les vaches entre les différents groupes de vaches taries. C'est là qu'on met les vaches pour le tarissement, pour réduire le volume de lait on passe de 30 litres à 12 litres très facilement. C'est ce qu'on aime faire généralement. Et après 5 jours, elles retrouvent le groupe de vaches taries. Et là, on organise les stabules. Et aussi, ces vaches taries peuvent facilement se déplacer et faire de l'exercice quelque part. Et c'est nettement plus simple pour elles. Donc là, c'est la petite stabule, ce qu'on appelle où elle peut quelque part s'occuper de son veau. C'est très bien de pouvoir traire la vache quand vous avez le veau qui se retrouve dans cette petite boîte, dans cette petite stabule. Ça facilite les choses. La vache peut sentir
son veau et lécher le veau. Et ça entraîne 50% de maladies en moins, que ce soit sur le veau et la vache. Donc, c'est vraiment une success story. Si vous commencez avec ça, et j'aime bien que vous puissiez m'envoyer des images de votre pays, parce qu'on veut vraiment avoir des images de tous les pays. Et vous devriez tous avoir cette petite boîte, parce que c'est vraiment très bien, ça vous protège contre la maladie. Et ensuite, en plus, ça permet aux petits de bien bénéficier du colostrum de la mère. Ensuite, en vérification de l'état de la vache, elle est un petit peu en dessous des côtes par rapport au poids. Alors, celle qui est alezane et la noire, une est trop maigre et celle-là est un peu trop grosse. Donc là, la note d'état est à 3. Et celle-là, 3,5. 3,5, c'est la bonne note. Donc, d'autres petites choses par rapport à la nourriture, quelle est la quantité de minéraux que vous donnez, ça c'est à voir avec votre veto. Alors vous pouvez prendre un échantillon sanguin, une prise de sang pour voir s'il y a un manque de minéraux. Parfois on donne trop de minéraux parce qu'il peut y en avoir trop dans les concentrés, c'est à vous de voir, et vous prenez aussi un échantillon d'urine ou une prise de sang. Alors le reste, on en a déjà parlé. Vous avez vu cette ligne très jolie sur une vache heureuse, qui a une ligne heureuse, comme il dit en anglais. Elles sont heureuses parce qu'elles peuvent se reposer, manger beaucoup toute la journée. Donc, elles ont une belle robe bien brillante. Et ensuite, ils ont vraiment une belle litière très propre pour bien se reposer, et une litière surtout bien sèche, avec de la paille sèche, avec une bonne aération. Au début, donc voilà, c'est important d'avoir un ventilateur s'il y a un manque d'aération. Alors, bien sûr, la barrière au niveau de la mamelle, on ne le dit pas assez souvent. Voilà, on a déjà eu des questions à ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions et on viendra vers vous au cours des 20 dernières minutes. Alors là, pas beaucoup de barrières. Là, vous voyez, il y a beaucoup de lisier là sur les sabots. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut davantage de litière et surtout tremper les trayons pour avoir une bonne barrière et réduire les risques, avoir des trayons bien propres à travers le trempage, par exemple. Donc, on commence juste après le début du tarissement, on commence le trempage pour s'assurer qu'on a une bonne barrière externe contre les bactéries. Et bien sûr, il y a la barrière interne qu'on le retrouve à la fin de la lactation chez la vache tarie, à la fin de la période de tarissement. Parfois, on retrouve des petites fuites de lait au niveau du trayon, et les trayons s'ouvrent un petit peu. Et c'est une porte d'entrée qui ne doit pas s'ouvrir. Mais cette porte peut être facilement endommagée par les exploitants, que ce soit à travers des injections faites par l'exploitant ou par le vétérinaire, avec des coupures un peu trop profondes pendant la traite aussi. Il peut y avoir des mouches ou les vaches. Donc, il ne faut pas ouvrir cette porte. Comment fermer la porte? Eh bien, une surtraite, ça n'aide pas. Bien sûr, il y a moins de risques de surtraite avec le robot parce qu'ils arrêtent de traire à un certain niveau, mais parfois, on voit beaucoup de dégâts au bout du trayon. Et il y a 2,5 fois de risque en plus. Donc, vraiment, on veut éviter cela. Et ensuite, le groupe doit aller en dessous des 10 litres, le groupe de tarissement, pardon. Et 12, ça va encore. Et 15, c'est le maximum autorisé. 15 litres est le maximum autorisé. Enfin, ce qui est intéressant, 50%, on retrouve 50% des trayons, les bouts des trayons sont ouverts. Donc, la moitié des vaches présentent, oui, des trayons encore ouverts. En dessous de 21 kilos, on se retrouve à 20%. Et j'aimerais poser une question à Sophie pour après. Si on va en dessous de 12, est-ce que ça va descendre à 10 ou moins? Ça, c'est la grande question qui se pose. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres à ce sujet. Ça peut être une question intéressante. Moins il y a de litres, moins il y a de pression, et moins de fuite, et moins les trayons vont se fermer. Enfin, la différence entre 15 et 20 est énorme, et vous réduisez le risque largement dans un groupe TARI. Et avoir un groupe TARI, ça prend du temps. Ce n'est pas toujours facile pour l'exploitant parce que ça signifie du travail en plus.
Mais je connais beaucoup d'exploitants qui le font car ils en perçoivent les avantages. Et il y a toujours un risque de 4 fois plus élevé quand il y a une fuite au niveau du trilion. Donc, il faut arrêter la pression laitière. C'est ce qu'on peut faire. Alors, le groupe TARI derrière le robot, ensuite les anticorps. Et ensuite, je passe à Sophie. Et Sophie va en parler. Les anticorps, ça a trait à la vaccination. Un sujet différent, on peut vacciner les vaches qui présentent une résistance spécifique. Pensez à la nourriture, l'eau, la lumière, l'air, le repos, l'espace pour résoudre les problèmes de santé des vaches, des jeunes vaches, des vaches taries. Chaque vache a besoin de ces 6 facteurs, qu'elles soient en pâture ou en stabule. Et ainsi, elles ne tomberont pas malades. Si vous voulez en savoir davantage, envoyez-moi un email info@cosignal.com ou je suis aussi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à envoyer une photo de votre petite, vous savez, la petite boîte où on met le petit veau, ce qu'on appelle la petite boîte à câlin, si vous voulez, où la vache a son petit veau. Voilà, je retrouve ce phénomène de plus en plus en Europe. Merci beaucoup. Merci. Sophie, c'est à vous. Merci Yop. C'était très intéressant, comme d'habitude. Maintenant, je vais passer la parole à la présentation, pour la présentation de Sophie. C'est parti. À vous, Sophie. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Youp, pour cette présentation très intéressante. Comment mettre en place la thérapie sélective du tarissement chez la vache. Donc, je vais démarrer avec cette fameuse thérapie sélective du tarissement, en quoi elle consiste, pourquoi on l'applique, les précautions et les prérequis et les messages qu'il faut retenir après cette présentation pour que ça fonctionne bien. Alors, en quoi consiste cette thérapie de tarissement de la vache? Ce n'est pas si difficile à comprendre. On peut le faire au niveau de la vache, au niveau des quartiers également, mais de toute façon, ça signifie donc on a une vache qui présente une infection intramammaire en fin de lactation ou qui sont taries sans des antimicrobiens à action prolongée ou des vaches taries avec des antimicrobiens à action prolongée. Comme Youp l'a dit, si une vache est infectée, elle va recevoir des antibiotiques. Si elle n'est pas infectée, il n'y a pas besoin de lui donner des antibiotiques. Alors, comment on va sélectionner ces vaches? Eh bien, ça peut être à travers une mise en culture bactériologique ou d'autres méthodes peuvent être utilisées pour identifier la présence de pathogènes qui entraînent la mamite, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Vous pouvez le faire sur la base également de la numération cellulaire. La numération cellulaire est un très bon indicateur d'infection, c'est un très bon marqueur. Ensuite, la question qui se pose, en quoi consiste la numération? Quel est le seuil appliqué? Il y a un consensus qui dit qu'il faut appliquer cette thérapie de tarissement sélective, mais il n'y a pas de consensus concernant le seuil permettant de distinguer une vache infectée d'une vache non infectée. Là, vous avez des exemples des États-Unis, par exemple, où ils utilisent 200 000 cellules pour les vaches en dessous de 200 000 cellules par millilitre à travers les différentes étapes de la lactation, pendant la lactation, sont considérés comme non infectés et ne bénéficient pas d'antibiotiques. Enfin, c'est la recommandation qui est mise en place. Au Royaume-Uni, c'est également ce qu'on utilise. On utilise la même chose en Belgique. Si la numération cellulaire présente 200 000 cellules, moins de 200 000 cellules par millilitre, eh bien, ça permet de discriminer. Il n'y a pas de mamite clinique pendant cette même période, sur une période de plus ou moins 90 jours. Et là, dans ce cas, bien sûr, la vache ne reçoit pas d'antibiotiques aux Pays-Bas. Youp l'a déjà expliqué, avec 150 000 cellules par millilitre au dernier test, et pour les jeunes vaches, et 50 000 pour les vaches plus matures. Et aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, c'est encore plus strict. Pour les génisses, 120 000 cellules par millilitre. Et pour les vaches plus matures, 150 000 par millilitre. Donc, un test où on présente 150 000 cellules dans la numération, eh bien, elle va recevoir des antibiotiques. Donc, on retrouve différentes possibilités qui sont très nombreuses. Alors, pourquoi on applique cette thérapie du tarissement de la vache sélective? Eh bien, il y a seulement une bonne raison. La seule raison, on veut réduire le recours aux antibiotiques sur les vaches laitières.
d'exploitation laitière. Voici les résultats de la Belgique et de Marina Davis, où on a étudié et quantifié l'utilisation des antibiotiques sur les exploitations de vaches laitières, mais les mêmes résultats peuvent se retrouver aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, partout. On en revient à la même conclusion que la plupart des antibiotiques sur une exploitation à vaches laitières sont utilisés pour la prévention des mammites cliniques. Comme vous pouvez voir, il y a des injecteurs intramammaires pour traiter la mammite sous-clinique et clinique, et 35% l'utilisent. Pour les vaches taries, si on passe de la thérapie où toutes les vaches vont recevoir des antibiotiques, on ouvre le parapluie, on en leur donne toutes, ou on passe à une thérapie sélective avec des vaches taries, et bien du coup, on obtient une réduction d'utilisation des antimicrobiens. Donc, si on passe à cette thérapie sélective, est-ce qu'on va accomplir notre mission? Oui, sans aucun doute. Pour chaque exploitation, si on passe à la thérapie de tarissement sélectif de la vache, il y a une réduction dans le recours aux antibiotiques, car beaucoup d'antibiotiques sont utilisés chez les vaches taries. Quel est le meilleur seuil au niveau de la numération cellulaire? Donc, il y a plusieurs seuils qui sont appliqués, mais il n'y a pas l'un, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Mais il y a une règle. Plus le seuil est élevé, par exemple 500 000, plus est élevée la réduction de recours antibiotique, car le seuil est plus élevé. Et plus on peut tarir des vaches sans antibiotiques, du coup, mais aussi plus est bas le risque de vaches faussement taries et non infectées et qui se retrouvent avec des antibiotiques. Mais si vous donnez, par exemple, si vous avez un seuil à 500 000 par millilitre, il y a toujours un risque élevé avec une numération en dessous de 500 000 peut s'avérer infecté et ne pas recevoir d'antibiotiques. Et ça risque d'augmenter, plus vous augmentez le seuil. C'est la même chose qui s'applique aussi pour un seuil plus bas. Eh bien sûr, moins de vaches vont être taries sans antibiotiques. Ça signifie qu'on a une réduction plus basse du recours aux antibiotiques, on a un risque plus élevé que les vaches non infectées vont continuer de bénéficier d'antibiotiques aussi, par exemple. Vous avez un seuil de 50 000 dans la numération, mais une vache avec 100 000 au niveau de la numération va recevoir des antibiotiques. Il y a un risque élevé que la vache à 100 000 ne soit pas infectée. D'un autre côté, le risque pour l'exploitant est limité, car on a un risque plus bas qu'une infection se présente chez une vache qui est en train d'être tarie. Donc, tout dépend du risque que vous êtes prêt à prendre, qu'une vache en infectée ne bénéficie pas d'antibiotiques. Quel est le niveau de baisse que vous souhaitez atteindre en utilisant des antibiotiques? Donc, on applique ces algorithmes sur 58 troupeaux aux États-Unis. Là, vous voyez le pourcentage de vaches qui vont bénéficier d'antibiotiques. Donc, s'ils utilisent l'algorithme aux États-Unis, ils ont moins de 200 000 cellules par millilitre et moins de 2 cas de mammites cliniques, et bien 50% du troupeau sur 58 sera considéré comme un risque élevé et vont bénéficier d'antibiotiques. Mais au Royaume-Uni, on a observé qu'on applique 200 000 dans la numération. Et là, dans ce cas, si on applique cet algorithme aux mêmes vaches issues ces mêmes 58 troupeaux, juste 31% des vaches seront considérées comme présentant un risque élevé et bénéficieront d'antibiotiques. Si vous allez en Nouvelle-Zélande et vous appliquez cette recommandation très stricte, en dessous des 120 000 pour la première lactation, moins de 150 000 pour les vaches plus matures et 100 000 mammites cliniques pour la lactation, eh bien, 63% des vaches recevront des antibiotiques car elles seront considérées comme présentant un risque élevé. Donc, en utilisant les mêmes vaches, les mêmes troupeaux, on a toujours presque doublé le nombre de vaches qui bénéficient toujours d'antibiotiques en Nouvelle-Zélande, si on compare avec le Royaume-Uni, à 31%. Si on utilise un exemple de l'étude que nous avons menée, les exploitations laitières avec une numération en dessous de 250 000 cellules par millilitre, et si on applique un seuil
inférieur à 200 000 cellules par millilitre au cours des 3 derniers jours de test avant le tarissement, on observe que 90% des vaches qui ne recevront pas des antibiotiques ne sont vraiment pas infectées. Bien sûr, c'est une proportion, une idée, mais 10% des vaches qui n'ont pas bénéficié d'antibiotiques alors qu'en réalité, elles étaient infectées. Ça ne signifie pas que ces vaches ne vont pas être guéries. Parfois, il y a des rétablissements spontanés, mais bien sûr, il y a une chance plus réduite de guérison si elles ne bénéficient pas d'antibiotiques. D'un autre côté, on peut se dire on n'a pas d'utilisation d'antibiotiques en préventive. Non, on n'en a plus. Ce n'est pas vrai, car seulement 30% des vaches qui reçoivent des antibiotiques sont vraiment infectées, dont 70% des vaches encore qui reçoivent des antibiotiques étaient en fait pas infectés en réalité. Même si on passe à une thérapie sélective, on va toujours utiliser beaucoup d'antibiotiques, même chez les vaches en bonne santé non infectées. On voit que ça démarre bien sûr au niveau du troupeau si on divise avec un troupeau avec une numération en cellules somatiques élevées et cellules somatiques bas. Donc voilà, on observe sur ce tableau, par exemple là pour les vaches où le taux de cellules somatiques est bas, 70% des vaches sont taries sans antibio. Si vous regardez un petit peu, par contre, celles qui ont une numération cellulaire en cellules somatiques élevée, dans certaines exploitations, moins de 10% des vaches bénéficient d'un tarissement sans antibio. Donc ça démarre avant tout avec une bonne santé de la mamelle et ensuite on peut tarir beaucoup de vaches avec des antibiotiques et avec des risques minimaux. Donc, des précautions et des prérequis dont il faut tenir compte. Et bien sûr, on va forcément réduire l'utilisation des antibiotiques si on passe à la thérapie sélective par vache tarie. Mais est-ce que ça sera sans conséquences négatives? Oui, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des facteurs que Youp a expliqué dans sa présentation. Donc, on peut toujours passer à la thérapie sélective de vache tarie. Mais quand on passe à cette thérapie, si on veut éviter des conséquences négatives, ça peut marcher, mais attention, il faut savoir pourquoi la période de tarissement est si importante. Pendant la période de tarissement, il y a la guérison d'infections existantes. Des vaches qui étaient infectées avant le tarissement peuvent se guérir spontanément, en partie, ou parce qu'on leur donne des antibiotiques. On a également la guérison de nouvelles infections qui se développent pendant la période de tarissement si on utilise des antibiotiques. Si on passe à la thérapie sélective, on ne peut pas s'attendre à des changements dans la guérison des infections existantes puisque les vaches infectées vont toujours bénéficier d'antibiotiques. Mais on s'attend à une augmentation de nouvelles infections pendant la période de tarissement car les vaches non infectées ne vont pas être traitées avec des antibiotiques. Ça signifie que si elles commencent à développer une nouvelle infection pendant la période de tarissement, elles vont continuer d'être infectées jusqu'au vélage. Certaines vont guérir spontanément, mais il y aura toujours un taux d'infection, de risque d'infection plus élevé pendant la période de tarissement. Donc, c'est un indicateur très important dont il faut tenir compte. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau taux d'infection pendant la période de tarissement? C'est pour cela qu'en Belgique également, on dit OK, la thérapie de tarissement sélective, très bien, mais ça ne fonctionne pas avec les exploitations où il y a un problème de staphylocoque doré ou de streptocoque galactier. Il faut essayer de changer la méthode, améliorer la santé du troupeau et ensuite passer à la thérapie de tarissement sélective. Et si cette thérapie sélective est obligatoire, même si la santé dans l'exploitation, si la santé des mamelles n'est pas très bonne, et là, ils souhaitent vraiment appliquer cette thérapie de tarissement sélective, eh bien, je recommande d'avoir un seuil très bas jusqu'à 50 000 cellules par millilitre. Et très peu de vaches, bien sûr, seront taries sans antibiotiques dans ce cas. Et ça ne signifie pas qu'il faut rester ainsi, mais ça vous donne un peu le temps d'améliorer la santé des mamelles au niveau du troupeau. Une fois amélioré, vous pouvez augmenter le seuil jusqu'à 200 000 cellules par millilitre. Réduire le risque de nouvelles infections intramammaires pendant la période de tarissement. Je ne vais pas en parler dans les détails parce que Youp en a déjà parlé, des facteurs de risque, mais vous voyez les facteurs de risque sont principalement l'hygiène en stabule, le confort, la désinfection, quand ils impliquent aussi également un obturateur,
la production de lait qui doivent aller jusqu'en cours en dessous des 15 litres pendant le cours des dernières 24 heures. Donc, je recommande à tout le monde, si vous allez dans une exploitation, avant de passer à la thérapie de tarissement sélective, prenez le temps d'évaluer la gestion des mammites. Même les techniques de traite chez les vaches lactantes, en lactation, pour voir un peu comment vous gérez la mamite et voir s'il y a des risques présents sur votre exploitation et avant tout réduire les risques qui auront un impact négatif une fois que vous passerez à la thérapie sélective de tarissement. Donc, s'il y a l'utilisation d'un obturateur interne, on a un bon exemple de collègues néerlandais. C'est la première étude qu'ils ont appliquée. Ils ont utilisé donc, sur 2 quartiers, il n'y avait pas d'obturateur et deux quartiers bénéficiaient d'antibio, l'autre non. Eh bien, il y a une réduction totale de 85% de l'antibio. La moins bonne nouvelle, c'est que les vaches dont les quartiers n'ont pas été traités avaient un risque 2 fois plus élevé de mamite clinique pendant les 2 premières semaines après le vélage et un risque 2 fois plus élevé de numération cellulaire supérieure à 200 000. Donc, c'est important, si vous n'utilisez pas des antibiotiques, réduire le risque de nouvelles infections pendant la période de tarissement en ayant une bonne gestion de la vache tarie et en protégeant bien les quartiers de la vache avec un obturateur interne. Qu'en est-il de la partie économique? Est-ce que c'est un avantage économique? Oui, en général, on observe que la thérapie de tarissement de la vache sélective est nettement plus intéressante d'un point de vue économique et l'avantage économique dépend également de la santé de la mamelle. Pour les exploitations, une incidence moindre de mammites avec une numération plus basse, cellulaire plus basse, on observe que la thérapie sélective de tarissement est plus bénéfique par rapport aux autres exploitations. Ce qui est important de dire, c'est que l'impact économique de l'amélioration de la santé sur l'exploitation a bien sûr un impact sur la mamite et sur la numération cellulaire. Et c'est nettement plus, c'est la partie la plus efficace. Donc, il faut bien gérer cet aspect. Je sais que certains exploitants ont un petit peu peur de passer à la thérapie sélective de tarissement. Ils ont peur des conséquences économiques. Et s'il n'y a pas une bonne santé des mamelles, eh bien, la conséquence économique sera encore meilleure. C'est important d'avoir une bonne santé des mamelles pour avoir une bonne rentabilité sur l'exploitation. L'impact est encore plus amplifié que si on applique uniquement une stratégie de tarissement sélectif. Donc voilà, il s'agit d'une thérapie qui consiste en une nouvelle façon de tarir les vaches. Comme Stéphane l'a dit, il y a 10 ans, on aurait dû déjà utiliser cette thérapie de tarissement sélectif. Il y a une nouvelle législation européenne qui dit qu'on ne peut pas utiliser des antibiotiques à titre préventif. Ce n'est plus possible. Donc, c'est la nouvelle façon de tarir les vaches. Cela permet de largement réduire l'utilisation d'antibiotiques, mais il faut faire attention. Ça peut être appliqué sans conséquences négatives pour la vache, mais à condition qu'on ait une bonne santé des mamelles au niveau du troupeau. Essayer d'améliorer la santé des mamelles au niveau du troupeau avec moins de mammites cliniques, avec une numération cellulaire plus basse et améliorer bien sûr la rentabilité de l'exploitation, qui bien sûr c'est très important. Améliorer la gestion de la vache tarie grâce à des mesures que Youp a présentées et surtout protéger les quartiers contre les nouvelles infections qui pourraient se présenter si elles ne bénéficient pas d'antibiotiques. Et à cette fin, vous utilisez des obturateurs de Trayon. Merci beaucoup. S'il y a des questions, eh bien, on est ouvert aux questions. Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Certaines, on a déjà répondu à certaines. La première concerne la génétique. C'était par rapport à la présentation de Youp. Est-ce que la génétique a un impact par rapport à la résistance? C'est une bonne question pour moi et pour Sophie aussi. Oui, on peut, chaque facteur compte. Oui, la résistance générale ou d'autres aspects, ou aussi une traite rapide ou plus lente
ou des trayons petits ou longs, tout ça, ça a un impact. La génétique, bien sûr, a un impact. On regarde toujours la génétique. Si vous avez oui, bien sûr, la génétique joue sur la santé de la mamelle. Oui, Sophie, je dis que l'immunité est très importante. Bien sûr, c'est difficile de quantifier l'immunité, même pour les exploitations avec des gros problèmes de mammites, parce que toutes les vaches n'ont pas forcément des mammites. Elles sont toutes exposées aux mêmes pathogènes, aux mêmes gestions. Il y a toujours des vaches qui n'auront rien, qui n'attrapent rien. Donc, la vache a un rôle majeur à jouer. Hein. Tout dépend de son système immunitaire. Elles ne sont pas toutes égales devant la nature. Et il y a 2 questions par rapport à la vitamine L. Ça, forcément, ça allait tomber. C'est une question. Elle, vous avez dit elle, c'est comme L comme love, l'amour en français. Professeur Harry Brand, il m'a dit il faut leur donner de la vitamine L, c'est-à-dire de l'amour, love. Malheureusement, ce monsieur est décédé cette année et il a fait un travail formidable dans la gestion des vaches laitières. C'était mon professeur, hein, d'ailleurs, à l'université. Et elle a dit regardez les exploitations, regardez sa femme, regardez les vaches, regardez les données, regardez l'exploitation. Mais surtout, très important, il faut bien s'occuper de la jeune maman, lui donner un peu plus de nourriture et lui dire hey, bébé, comment tu te sens? Vous montrez lui qu'elle est importante pour vous, amenez-lui la nourriture, un petit peu, amenez-lui le plateau au lit quelque part, hein, et beaucoup d'amour et d'attention à lui porter, c'est important. Ça démarre avec cette petite boîte à câlins où on met le veau. Là, elle a un bon contact avec son veau, c'est comme si elle le serrait dans ses bras, c'est comme la mère et son enfant, et il y a un bon début. L'odeur du bébé dans la nourriture, ça fonctionne très bien, c'est un bon facteur de réussite. Si vous n'avez pas le principe de la boîte à câlins, la vache retourne directement dans la paille, là c'est mieux qu'elle sente son bébé. Et là, elle commence à manger. Et la paille a cette odeur du bébé. Et c'est pour ça qu'on a ces fameuses boîtes à câlins où on met où on met le bébé. Et donc, on peut vraiment les mettre dans ces petites stalles. Vraiment, c'est la chose la plus naturelle qu'on puisse faire pour améliorer l'apport alimentaire et la vitamine L. C'est juste la cerise sur le gâteau auquel il faut penser. Toujours penser à love, comme vitamine L, l'amour, love, l'amour. Question de Wolfgang. Quelle est la cause de la cétose? Bonne question. La vache, si vous avez des litières très poussiéreuses, vous avez une vache très poussiéreuse. S'il y a un sol très sec, une litière très sèche, ça arrive. Une vache avec une bonne ligne, très fit, avec une belle robe brillante, où la peau est très, enfin le poil est très doux. On retrouve ça chez les animaux bien nourris où la cantine est bonne. Et si une vache elle a une robe un peu terne, un peu poussiéreuse, c'est là qu'on retrouve souvent des boiteries et la vache ne mange pas suffisamment. Souvent, je vais dans des stabules et je regarde à gauche et je vois les vaches taries. Et je dis, ouais, elles ont l'air heureuses. Hein. Elles ont un bel état. Et ensuite, je regarde le troupeau et je vois moins 50% de vaches avec pas une belle ligne. Elles ont le teint terne. Il y a un rumen, le score de rumen n'est pas bon. Et certaines sont boiteuses, elles ne boivent pas assez aussi. Donc, ces vaches, elles ont l'air ternes et c'est un signe qu'elles n'ont pas, on ne répond pas à leurs besoins. Alors, leurs besoins de base ne sont pas garantis. Une question en néerlandais. Je ne peux pas traduire le néerlandais, malheureusement. Je suis désolée. Je comprends l'allemand. Ah, alors il va la traduire pour moi. C'est une question. Certains des exploiteurs le font. Si vous déplacez les vaches, si vous rapprochez les vaches du groupe, le risque le plus élevé, c'est au cours des 10-15 premiers jours. Vous les nourrissez le matin, vous les enfermez. Si vous les laissez trop près des autres, surtout avec les génisses, il faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention pendant le trempage des trayons. Il ne faut pas le faire en se positionnant au niveau du postérieur de la vache, non. Le mieux, c'est d'utiliser un petit outil à trempage
et elle est juste en dessous de la vache. Mais moi, je passe généralement par l'avant, je caresse la vache, je lui montre que je suis là en partant par la gauche et ensuite je commence le trempage des trayons. C'est faisable, mais c'est toujours un peu risqué. Mais pour des exploitants, ils disent que c'est rien à faire et ça permet de réduire la numération cellulaire. Oui, 2 semaines, c'est une bonne façon. Sur 2 semaines, ça fonctionne bien. Dans certains pays, ils ne vont pas faire de trempage, ils se contentent vraiment d'utiliser un vaporisateur et ça prend plus de temps. Mais du coup, la vache a moins peur et c'est moins dangereux pour l'exploitant. Il a moins de risque de se prendre un coup de pied. Une chose dont on n'a pas parlé, certains aussi vont brûler les poils au niveau de la mamelle. Dans certains robots le font. En Belgique, on dit oh là là, mon Dieu, santé, bien-être animal, il ne faut pas faire ça. Mais non, c'est la façon la plus rapide, quelque part, de tondre avec la vache, avec une petite flamme. Mais il faut le faire, il faut éloigner les vaches, hein, parce que il faut le faire. Certains l'ont fait entre 2 ou 3 vaches, mais c'est super dangereux parce que les vaches ont pris peur. Ils le font faire au stagiaire, lui qui n'est pas au courant, qui arrive avec sa petite flamme, et du coup, les vaches prennent peur. Et, parce qu'on peut. Oui, c'est vrai qu'on peut enflammer les poils et ensuite traiter avec un spray. Du coup, on a déjà, en enflammant, on a pu un peu enlever les saletés, etc. Certains utilisent une tondeuse, hein, tout simplement, pendant le tarissement. C'est un bon fonctionnement, c'est une bonne idée. Une question de la Pologne. Combien de boîtes à câlins pour un troupeau de 400 vaches? Oh, juste une. Généralement, on n'a pas plus d'une vache qui vèle par jour. Juste une stalle à câlins. Vous la laissez là 1 heure. C'est un outil de gestion très simple. Vous créez une petite stalle près du lieu de vélage et vous avez une vache tarie dans un coin. Vous pouvez facilement les déplacer et vous pouvez avoir une stalle à câlin mobile que vous pouvez déplacer facilement d'une stabule à l'autre. Ça doit être facile à nettoyer. Le prototype que je vous ai montré, c'est intéressant, mais j'en ai 20 autres que je peux vous montrer. Il suffit de m'envoyer un petit mail. Hein, vous voyez la stabule avec la stalle à câlin pour le veau juste à côté. Il suffit d'en avoir un. Il y a une société en Pays-Bas qui les vend, mais vous pouvez aussi les façonner vous-même pour s'assurer que le petit… Et surtout mettre de la nourriture près du petit pour que la vache le sente, ça la fait manger, ça va stimuler la mamelle et le petit mange et récupère le colostrum. OK. Une autre question de Christophe. Est-ce qu'il y a des pathogènes spécifiques qui causent davantage de problèmes dans la thérapie sélective de tarissement? Excusez-moi. Sophie, je ne peux pas en dire plus. On parle de nouvelles infections pendant la période de tarissement. C'est généralement les chiracolis, les chicolis, les licolis et le streptocoque. Dans plusieurs pays, l'E. coli, c'est la bactérie la plus présente pendant la lactation. Chez les vaches taries, c'est plutôt lié à l'environnement. C'est pour ça que l'hygiène et l'obturateur de trayons sont très importants. Tout pour garantir la bonne santé et éviter la pénétration de pathogènes dans le trayon pendant la période de tarissement. Si vous avez ça, c'est plus… Ça, ce sont des maladies qui sont plus liées aux vaches en lactation, pas aux vaches taries. Mais parfois, c'est difficile de différencier les vaches infectées des non infectées, surtout sur la base de la numération cellulaire. Même si on a juste un échantillon de lait pour une mise à culture, certains peuvent passer à la trappe. Et s'il n'y a pas de discussion sur cette thérapie, on utiliserait toujours les anciennes thérapies parce que ça fonctionne bien, la thérapie de tarissement pour guérir les vaches. Il faut d'abord tout bien vérifier, sinon on ne fait qu'empirer les choses. Une question de Katarzyna sur le staphylocoque dans le troupeau. Est-ce que c'est un bon candidat à la thérapie sélective de tarissement de la vache? Je pense qu'on a déjà répondu. Hein. OK. Si vous parlez du staphylocoque non aureus, dans notre étude, on a remarqué que chez ces vaches ne sont pas infectées et il y a une guérison spontanée qui s'opère pendant la période de tarissement. Mais pour le staphylocoque doré, par contre, c'est une autre histoire.
Une autre question de 100K. Que pensez-vous du traitement sélectif pour chaque quartier, juste en utilisant des antibiotiques? Oui, c'est aussi possible. L'effet sur l'utilisation d'antibiotiques est relativement limité, je dois dire, surtout si vous avez une numération cellulaire assez élevée. Ensuite, vous sélectionnez les les quartiers sur la base des tests CMT. Ensuite, vous avez une petite réduction de l'utilisation d'antibiotiques sans augmenter le risque d'infection. Donc, cette étude est disponible à ce sujet, mais d'un autre côté, il faut tenir compte du travail et de la logistique nécessaire à l'exploitant. Et à mon avis, ça n'améliore pas beaucoup les choses. Il y a les tests CMT et l'exploitant doit aussi se rappeler qu'une vache a eu un antibio ou un quartier a eu des antibiotiques et ça peut compliquer les choses. Il peut y avoir aussi des résidus antimicrobiens après le vélage. Donc, il faut tout bien enregistrer. Ça doit être fait de façon très rigoureuse. C'est possible. On peut réduire un petit peu l'utilisation des antibiotiques, mais c'est quelque chose dont il faut parler avec l'exploitant s'il souhaite le faire. C'est toujours un risque. Après des semaines, et on commence à traire la vache et un quartier, il faut retirer le lait d'un quartier. Donc, généralement, c'est 2 ou 3 jours de retrait où il faut retirer le lait. Donc, je ne vois pas un risque plus élevé. Je préférerais le tester. Parce que 2 jours, c'est peut-être la règle, mais je ne me fais pas complètement conscience. Je ne suis même pas certaine que dans certains cas, les quartiers ne sont pas complètement indépendants. Il y a toujours un risque d'interaffection qui peut se transmettre d'un quartier à l'autre. OK. Il y avait d'autres questions sur les comparaisons économiques entre l'utilisation ou non d'antibiotiques par rapport à la stratégie de Vache-Tari. Vous avez déjà parlé des trayons, Sophie. Oui, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne santé des mamelles. Et ensuite, c'est l'étude de Christian. La stratégie du tarissement de la vache n'a pas un impact majeur sur le bénéfice économique, donc les résultats économiques. Mais pour les exploitants qui ont déjà des mauvaises santé des mamelles, même si vous n'avez que 20% des vaches qui sont taries avec des antibiotiques, et vous verrez que les coûts continuent quand même d'augmenter. Donc, ça démarre avant tout avec une bonne santé de la mamelle. Une question concernant le seuil de 150 000 cellules somatiques pour les vaches primipares. Oh là là, le niveau défini par l'IDF de 100 000. Vous en avez déjà bien parlé des seuils, vous en avez parlé. Il y a différents seuils. Il n'y a pas seulement un seul et unique. Non, il y en a plusieurs. Comme Youp l'a expliqué, il faut trouver le meilleur équilibre entre la réduction d'utilisation d'antibiotiques dans la mesure du possible et pas trop augmenter le risque d'avoir des mammites cliniques supplémentaires ou une numération élevée après le vélage. Pourquoi c'est plus élevé chez les génisses aux Pays-Bas par rapport aux vaches matures? Parce que les génisses ont une mauvaise immunité par rapport à elles. Si vous ratez une vache, si la génisse présente 150 000 cellules et si elle est infectée, vous avez un risque plus élevé qu'elle va s'auto-guérir, enfin guérir spontanément. Il y a des détections qui peuvent se faire au niveau de la lactation. Parfois, même à 100 000, on peut avoir des animaux. Au seuil de 100 000, beaucoup d'animaux sont taris avec des antibiotiques alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin, ils n'ont pas du tout besoin d'antibiotiques. Et la dernière question, car on dépasse le temps imparti. Pourquoi est-ce que c'est important de démarrer le trempage à partir de la gauche? Je ne sais pas si c'est important de démarrer du côté gauche de la vache. Ça dépend d'où vous tenez. Si vous vous trouvez sur le côté gauche et vous démarrez à gauche, sinon vous allez devoir passer sous le ventre de la vache et vous risquez de vous retrouver trempé. Donc,
ou alors vous commencez par le côté où vous vous situez, et vous commencez à droite si vous êtes à droite. Ça dépend du côté où vous vous situez par rapport à la vache. Ça ne fait pas une différence que vous soyez à gauche ou à droite. Et vous vous êtes à gauche, vous commencez à tremper à gauche. Et ensuite, vous retirez. Mais surtout, n'oubliez pas de bien nettoyer vos mains, désinfecter. C'est ça le plus important. C'est surtout ça qui compte plutôt que le côté. OK. OK. Je pense qu'on a terminé. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, on est hors temps. Donc, j'aimerais remercier tout le monde pour cette intervention et on a entendu pas mal de choses aujourd'hui. Alors, restez branchés avec nous sur le site internet. Vous avez déjà une date, une prochaine date? Le prochain webinaire, il y en a encore 2, il y en a un en septembre, je crois. Vous trouverez toutes les informations et le prochain webinaire sera à la fin septembre, le 28 septembre, et je vous enverrai l'information bientôt. Alors, merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite vraiment une très belle soirée. Merci beaucoup Youp et Sophie pour votre présentation. Merci, bye bye. Merci, bye. Merci, au revoir. Allez les vétos européens, allez, faites des bonnes choses. Allez, n'oubliez pas la boîte à câlins. Bye bye.